tu fais beaucoup d'erreurs, tu tombes, tu perds de l'argent, tu te dis mince, j'ai fait quelque chose qui marche pas. Mais doucement, doucement, tu commences à comprendre comment est la vie en Israël. Et il y a plein de gens qui te tendent la main ou qui t'aident et ben, ça réussit. Il faut travailler dur. J'avais déjà 2 boulots en parallèle. J'avais 19 ans et il faut plusieurs boulots pour réussir. Mais j'ai toujours été dans l'esprit qu'il faut avoir un boulot où tu te plais et l'argent, ça vient après. Warren Wayou, bonjour et merci de nous accueillir dans cet endroit mythique. Bonjour, bienvenue au Qumran, le restaurant de Mochikrot. Tu n'es pas arrivé là sur un claquement de doigts? Absolument pas. La route a été très longue. Tu es en Israël depuis 12 ans. Pourquoi tu as décidé un beau jour de faire ton alliance? J'avais 12 ans et je disais à ma mère, maman, j'habiterai en Israël. Et ma mère me répondait, ouais, comme tu voulais devenir astronaute, t'inquiète pas, ça va te passer. Et ben non, ça m'est jamais passé. Et quand j'ai eu 16 ans, ma mère, elle m'a dit, bon, tu passes ton bac et tu pourras partir. Ma mère était déjà malade. J'ai perdu ma mère à 17 ans. Et à 18 ans, j'ai fait mon alliance un an plus tard, comme c'était prévu, après un an de... Et tu n'avais même pas le bac en poche? Non, j'ai arrêté l'école à 16 ans, du coup. Quand elle était malade, j'ai arrêté l'école, donc j'avais pas le bac. J'ai pas passé le bac. Ça t'a pas empêché de réussir? Non, j'ai toujours pas le bac. Et grâce à Dieu, ça va. Je suis marseillais d'origine. Quand j'ai arrêté l'école, je bossais pour les mouvements de jeunesse. Je bossais également pour Taglit. Il y a pas mal de gens qui me disent encore aujourd'hui hey, « t'es Warren de Taglit ». Du coup, j'étais à la Chavaya pour Taglit. Je travaillais avec, vraiment, Ilanit Korchia, c'était devenu ma maman. Et en arrivant en Israël, ça a été aussi ma première opportunité de job. Tu savais pas ce que tu allais faire, en fait, quand tu arrivé. Tu t'en fichais un peu, tu avais 17 ans, tu étais jeune, quoi. Je suis arrivé, j'avais 18 ans, je suis venu faire mon massa. Et je me suis dit, je trouverai qu'est-ce que je veux faire. Je pensais que, en fait, tout ce que j'avais fait dans ma vie auparavant, je pensais que je travaillerais dans les mouvements de jeunesse ou peu importe. Alors que j'avais, dans ce travail pour les mouvements de jeunesse, pas mal d'autres casquettes que je comprenais pas que c'était d'autres casquettes qui pouvaient être un métier. Au tout début, j'avais l'organisation d'événements pour Purim, d'événements pour Yom Ha'atzmaut, pour la communauté juive, d'événements pour Taglit également. À la Chavaya, chaque été, ils ramenaient au mois d'août, on avait 800 participants d'un coup. C'est toi qui t'occupais de la partie événementielle. En parallèle de la Chavaya, je prenais des journées de vacances à la Chavaya pour bosser dans la prod pour une société qui s'appelle Amit Production, une grosse société qui fait des appels d'offres, qui fait pas mal d'événements. Il y avait des événements que Amit faisait pour la Chavaya, par exemple comme le bac bleu blanc. C'est un événement de la Chavaya mais qui est produit par Amit. Donc je bossais sur le bac bleu blanc, mais j'ai bossé sur d'autres événements, comme des événements pour Massa, comme les 50 ans de Jérusalem en live à la télé, où j'étais directeur de scène. J'imagine que tu as commencé en bas de l'échelle, tu étais stagiaire au début. Je faisais pas des cafés, mais oui, je portais beaucoup de caisses. Je portais beaucoup de caisses. Je courais d'un endroit à l'autre de la scène, je courais d'un endroit à l'autre. Tu fais l'homme à tout faire en gros. C'est ça. J'ai commencé tout en bas. Tout en bas, le plus bas salaire, le minimum, tout en bas. De l'échelle. Mais c'était génial. C'était incroyable, ça a été la meilleure école. J'ai appris la technique, j'ai appris la lumière, j'ai appris le son, j'ai appris le design graphique, j'ai appris la vidéo, j'ai appris l'animation vidéo. J'ai appris un million de choses sans faire particulièrement d'études ou quoi que ce soit de production. C'était une période où tu étais heureux parce que c'est le démarrage de la vie en Israël. Donc quand on est jeune, etc., on a peut-être plein de rêves. Tu te sentais bien à cette époque-là? J'étais super. C'était pas simple de se dire il faut payer un loyer. Si tu as un rendez-vous à la banque ou si tu as un rendez-vous à la poste, tu prends un ticket et t'attends. T'as pas de conseiller, tu sais pas trop comment ça se passe. Tu fais beaucoup d'erreurs, tu tombes, tu perds de l'argent, tu te dis mince, j'ai fait quelque chose qui marche pas. Mais doucement, doucement, tu commences à comprendre comment est la vie en Israël. Et il y a plein de gens qui te tendent la main ou qui t'aident et ça réussit. Il faut travailler dur. Comme tu as entendu, j'avais déjà 2 boulots en parallèle. J'avais 19 ans et il faut plusieurs boulots pour réussir. Mais j'ai toujours été dans l'esprit qu'il faut avoir un boulot où tu te plais et l'argent, ça vient après. Parce que si tu fais un boulot pour l'argent, l'argent ne viendra pas parce que tu te plais pas. Alors que si tu fais quelque chose que tu aimes, l'argent, ça vient après, ça viendra. Alors, au bout de 4 ans de ce rythme endiablé, tu montes ta boîte de prod. Exact. Je monte ma boîte de prod, je quitte Amit, je reste encore 8-10 mois à la Chavaya. Je fais un événement pour la Chavaya en France, une prod avec Static et Benel, un Zénith de Paris. 2 ans plus tard, le Covid. C'est la catastrophe. On est à 3 jours d'un événement en Allemagne, l'Eurovision, un événement qui s'appelle du coup l'Eurovision juive, un événement de 4500 personnes chaque année qui a été annulé 2 jours avant. Donc la scène est montée, l'argent est dépensé, on perd tous beaucoup d'argent, l'événement perd beaucoup d'argent. C'est la dégringolade, je suis en France, je suis pendant 10 mois du coup bloqué en France. D'un coup, je deviens... À cause du Covid.
à cause du Covid. 2 semaines avant ça, je reçois une lettre de l'armée que je comptais repousser, donc du coup, je deviens déserteur. Pas une super ambiance, je suis bloqué, je veux rentrer en Israël peut-être parfois juste pour un mariage ou quelque chose, mais je peux pas parce que si je rentre, je suis déserteur. Il n'y a pas de travail dans la prod et je décide de rentrer et je me dis, c'est le moment peut-être de faire l'armée. Je rentre à l'armée en décembre 2020, j'ai 24 ans. Dans mon Tsav Rishon, la première lettre que tu reçois pour entrer à l'armée, c'était écrit Nahag Batash. Je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Et Nahag Batash, apparemment, ça s'appelle Nahag Bitachon Shotef. C'est un gars qui conduit des grosses voitures blindées dans les Shtachim et qui se fait tirer des cailloux dessus, parfois des balles et autres. À ce jour, je n'ai pas mon permis, donc je ne me suis pas trop vu Nahag Batash. Donc j'arrive avec ça aussi, je me dis on verra, je leur dirai que j'ai pas mon permis et on verra, mais c'était vraiment pas pour moi, par le fait que j'avais 24 ans, que j'avais déjà une vie. Ils ont accepté que tu sois pas combattant. Ils étaient plus en mode qu'est-ce que je veux faire à l'armée. Sympa. Ce qui a été un avantage, et cet avantage apparemment on le demande à tous les Olim Khadashim, pas seulement parce que j'avais 24 ans, mais quand tu viens, que tu es Olé Khadash, que tu arrives dans un nouveau pays, on te pose la question, qu'est-ce que tu veux faire à l'armée? Tu avais une réponse? Alors, j'avais une réponse parce que je suis rentré sur le site de Tsahal et que je me suis renseigné sur pas mal de choses. J'avais une première réponse, puis une seconde, puis une troisième, puis une quatrième. Et j'espérais vraiment que la première allait être prise ou la deuxième. La première, il y a un département qui s'appelle Mador Afakot, le département de la production à l'armée. Je voulais être producteur à Mador Afakot. Ma deuxième option, c'était Dover Tsahal, donc le porte-parole de l'armée. Le porte-parole de l'armée, c'est le monsieur qu'on voit à la télé depuis le 7 octobre en France, mais c'est aussi les réseaux sociaux de l'armée, le Instagram, le Facebook, les vidéos, il y a 1 million de choses à faire. Donc je pense que c'est le plus grand département de production à l'armée. C'est quand il y a un film comme Foda qui est signé et qu'ils ont besoin de tanks, il y a un département de Dover Tsahal qui signe avec un contrat pour de la location de tanks et ça permet à l'armée de gagner de l'argent et c'est Foda qui paye l'armée, donc c'est Dover Tsahal qui gère ça. Et ma troisième option, c'était Kishrei Hutz, donc là où je suis arrivé, les relations internationales de l'armée. Donc tu rentres à Kishrei Hutz. Ta première idée, c'est de te barrer, il faut dire la vérité. Exactement, je veux tout faire pour avoir un dossier qui me fait partir à Dover Tsahal, parce que je connaissais quelqu'un pendant ma préparation qui me dit « Ouais, je peux faire en sorte que tu viennes ». Et ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. J'arrive le premier jour du coup à Kishrei Hutz, j'ai un premier entretien. Lors de ce premier entretien, je lui dis je veux me barrer. Elle me dit Warren, il n'y a aucun souci. Si je te fais pas d'entretien, tu vas pouvoir pendant 6 mois être Oved Rassar, donc faire de la peinture sur les murs, peindre le sol et couper les herbes. Ou alors, je peux te faire un entretien. Tu commences à bosser chez nous si tu as des skills qui te le permettent. Et si tu as envie de partir, tu fais le dossier pour partir et tu pars si tu as la possibilité. Je fais j'ai rien à perdre que de faire cet entretien. Donc je fais cet entretien. Et je lui dis que j'ai fait de la production d'événements, mais que je touche également à ça, ça, ça. Et je lui dis que je touche du coup au graphisme. Et elle me dit on recherche un graphiste. Donc elle m'envoie à mon prochain entretien avec la personne qui est en responsable du futur graphiste. Et je lui montre également du coup tout mon background, tout ce que j'avais fait dans le passé. T'es venu avec un dossier, t'es venu préparé quand même. J'avais tout sur mon téléphone. J'avais tout sur mon téléphone. Ok. Des photos d'anciens événements, tout ce que je savais faire. Et cette personne, pas en uniforme, et commence à me faire l'entretien, et je lui montre ce que je sais faire. Et d'un coup, je reçois des brachot, des waouh, mais tu es un bonheur, tombé du ciel, comment t'es arrivé ici? Pour la première fois, le Ramatkal, donc le chef d'état-major, je ne savais pas du tout c'était quoi le Ramatkal. J'avais très mal fait mon travail pendant mes tironoutes. Je n'avais pas appris les grades et je lui fais c'est qui? Elle me dit c'est le boss de nous tous. Pour la première fois, elle veut faire un congrès de 70 chefs d'état-major de 70 pays, ici en Israël, sur le sujet de Hitratchut, peu importe. Et on a besoin de quelqu'un pour l'idée le truc. C'est le département protocole qui s'en occupe. Je me retrouve à protocole. T'es le roi du monde, là. D'un coup, j'ai un sourire, je veux plus partir du tout. Je veux plus du tout partir. Je me dis, OK, je vais rester à Kishrei Hutz. Et c'était démentiel. C'était incroyable. Déjà, moi aussi, j'étais pas en uniforme pendant 2 ans et demi. J'ai été en uniforme 5 fois. C'est un département qui s'occupe en fait d'accueillir les gens très haut gradés en Israël dans des délégations officielles, lors de signature de contrats, lors de travail en commun, lors de pas mal de... Peu importe le pourquoi du comment, de tous les pays. On est 5 garçons dans le département qui gérons le protocole. Donc que ce soit la restauration, l'hôtel, les déplacements, les voitures. On est un peu le service de conciergerie de l'armée. Certaines délégations, on a des très gros budgets parce qu'ils achètent des armes pour de très gros budgets. Donc il faut leur en mettre
plein la vue, donc on a de très gros budgets. Et ça m'amène à travailler avec pas mal de restaurants, ça m'amène à travailler avec pas mal d'hôtels ou autres. Donc ça m'ouvre en plus mon carnet d'adresses que j'avais déjà, ou ça l'élargit également. Quand on faisait des dîners chez nous, je voulais un chef privé qui vienne chez nous, mais qui était sympa. Le chef que je connais, il me dit « Warren, j'ai pas trop la possibilité pour l'instant, mais je travaille sur un projet et j'aurai très bientôt des super outils pour te donner réponse à tout ce que tu as besoin. » Ce qui nous amène ici au Qumran. Il était en train de prévoir l'ouverture du Qumran, l'ancien chef, et il ouvre du coup un resto cachère qui travaille avec un service du style Cibous qui bosse avec l'armée pour pouvoir avoir les délégations. Il m'appelle un mois avant l'ouverture, il me dit « Warren, c'est bon, on ouvre un resto, ça va s'appeler Qumran, ça va être un restaurant qui se veut restaurant chef, avec la nourriture, tu me fais confiance, donc voilà, mais qui veut aussi de l'ambiance et autres. » Et c'est devenu une nouvelle adresse, c'est incroyable, qui fait de la bonne bouffe, qui fait, quand on a des gens haut placés, on veut montrer le meilleur d'Israël. On a la limite en Israël qu'on doit être cachère, on ne peut pas les ramener dans le meilleur d'Israël en pas cachère. Donc le Qumran est cachère avec Théouda, donc il rentre dans tous les critères de l'armée. Le premier jour du Qumran, ça a été la première délégation après les accords d'Abraham de Dubaï. La première délégation émirati de l'armée vient et mange au Qumran. Et de là, on passe à 2 délégations par semaine, et parfois même 3 délégations par semaine. Et le Qumran, ça devient un peu ma cantine. C'est ça aussi qui fait la beauté de la société israélienne, c'est de savoir se placer au bon moment, réagir, être vif en fait. Parce que tu t'es fait repérer comme ça par les patrons du Qumran. Exactement. Je suis rentré en fait en cuisine, tout simplement. Et la cuisine était un peu choquée de c'est qui, ils ne me connaissaient pas. Et je leur dis, on a une délégation, ils doivent partir dans 1 heure, ils ont un avion juste après, donc il faut y aller. Et le patron me remarque, j'avais une prod juste après en Allemagne, donc pour les Eurovision, donc c'était déjà ma 3e Juro avec Static et Benel. On avait fait avec Neta Barzilai auparavant, on avait fait avec Nadav Gedge. Je pars en Allemagne. La veille de mon départ, je pars sur les coups de 2 heures du matin, c'est mon anniversaire. Donc je le fête au Qumran avec une 50aine d'amis. Et le patron me connaissait vite fait, je ne le connaissais pas encore vraiment. Et il vient avec l'ancien chef et ils viennent me dire Mazal Tov. Ils me ramènent une bouteille de vodka, une bouteille d'arak aux frais de la maison. Ils me disent joyeux anniversaire, très très sympa. Et je rentre d'Allemagne, je reviens au Qumran 2 semaines plus tard. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais du coup dans la vie en dehors? Tu me dis que tu partais pour une prod. Est-ce que tu connais quelqu'un qui peut gérer ici le département événementiel? Le Qumran a ouvert 3 mois et demi avant. Est-ce que tu connais quelqu'un? Et moi, ça a été ma première prod. J'étais à l'armée, je gagne 1200 shekels par mois. J'ai un petit travail dans une macolette. Donc concrètement, je cherche un travail, mis à part des prods où je peux en faire 1 ou 2 pendant l'année, parce que partir à l'international, quand tu es à l'armée, c'est aussi limité. Donc, il me faut un travail en Israël qui me ramène quand même un peu plus d'argent. Du coup, il me dit, si tu es dispo pour travailler, OK. Et toi, tu es au firmament du bonheur. Et donc, je suis très content de bosser ici. Je reçois un salaire, il me propose un salaire. Je lui fais non, par contre, ça ne me convient pas. Je demande plus. Il me dit directement OK. Donc, ça se passe aussi super bien sur ce niveau-là. Parfois, quand tu sais ce que tu vaux, c'est bien de dire je veux tant et pas de demander plus tard, venir directement. Un petit tip aussi aux gens qui regardent et qui débarquent en Israël. Si vous savez qu'est-ce que vous valez autre part, dites-le dès le début. Et ici, la chutzpah, ça marche. Ça marche de ouf. Et donc, je reçois mes attentes salariales ici au Qumran. 1 mois se passe, 2 mois se passent. Je travaille au Qumran. Jusqu'à ce jour, le Qumran, c'est 300 personnes du dimanche au mardi. C'est entre 400 à 500 personnes le mercredi, jeudi. Il faut réserver 1 mois à l'avance pour avoir une table au Qumran. C'est une équipe énorme, c'est plus de 120 employés. Je suis à la direction du département aujourd'hui marketing et événementiel. Au niveau de l'équipe directive, on est 12 directeurs au Qumran. Je suis le seul Olé Khadash. C'est une fierté pour toi? Ouais, bien sûr. On a dit au début de l'interview que aujourd'hui, le chef de ce restaurant, c'est Moshe Grot. Yes. Ça fait 2 ans que Moshe Grot, c'est le premier chef israélien à avoir reçu 2 étoiles Michelin dans l'histoire des chefs israéliens. Moshe a fermé son restaurant également à Amsterdam pendant le Covid. 2 étoiles Michelin. Moshe a rénové il y a 2 ans tout le menu du Qumran, le savoir-faire culinaire du Qumran, la cuisine du Qumran. Il est comment, Moshe Grot? Incroyable. C'est une personne, quand tu le connais pas, qui a l'air très froide, mais quand tu le connais pas et que tu lui parles 2 minutes, tu as envie de lui faire un câlin. Le voir travailler, le voir dresser une assiette et le voir également faire des commentaires quand un chef de parti ou ses commis dressent des assiettes en mode « ça c'est pas bon, ça c'est pas bon » et voir le professionnalisme. Un restaurant qui accueille 500 personnes, on parle d'une cantine. Faire du fine dans un oulam irouim, c'est presque impossible. C'est la magie que Moshe arrive à amener.
Bon, comment tu te sens aujourd'hui après toutes ces aventures? Est-ce que tu continues de faire de la prod? Est-ce que tu continues de faire les deux en même temps? 2-3 mois plus tard, après que je sois arrivé au Qumran, le patron du Qumran me dit ah, t'as une boîte de prod. Je lui parle comment ça marche. Je lui dis que bon, c'est un peu toujours galère. Le Covid, ça vient de se terminer. On est en 2022, 2023 à peu près. Et il me dit tu sais quoi, au lieu que tu aies des investisseurs sur chaque projet et autres, pourquoi pas devenir associé? Donc l'Iran, le patron du Qumran, devient mon associé. Le Qumran, ça devient l'endroit qui a fait en sorte que la prod, ça redémarre, que j'ai une maison. Le Qumran, aujourd'hui, c'est son bébé, c'est mon bébé. Genre, même quand je travaille pas, je viens ici le soir. Le Qumran, c'est ma seconde maison. C'est un endroit où on fait la fête, c'est un endroit où on a envie de venir. Est-ce que ça a été difficile pendant ces 3 années qu'on a passées, où tout le pays a été extrêmement meurtri? Depuis le 7 octobre, Ouais. c'est une histoire à part entière au Qumran particulièrement. Les 2 premiers mois, on était fermés, mais on était ouverts. Pendant 2 mois, moi j'étais en France, j'ai été bloqué en France, mais par contre les 120 employés, je crois qu'au moins 60 ou 70 étaient en Milouim, et les 50-60 qui n'étaient pas en Milouim ont ouvert un hamal et cuisiné plus de 4000 repas par jour, tous les jours, pour envoyer aux soldats. Moshik est venu à cuisiner des couscous à la façon de Moshik. Moshik a cuisiné des sandwichs schnitzel à la façon de Moshik. Donc ça a été pendant 2 mois. Je suis rentré 2 semaines avant qu'on réouvre. J'ai eu le bonheur de faire ça pendant 2 semaines, ou pendant 2 semaines, on a continué à faire des repas. Mais ensuite, j'ai eu le bonheur de le faire pendant 2 ans. Tous les vendredis, pendant 2 ans, jusqu'au dernier retour du dernier khatouf, on faisait 2000 sandwichs challah schnitzel pour des soldats qu'on envoyait sur tous les fronts, dans Gaza, en dehors de Gaza, dans des bases dans le nord. C'est important pour toi de participer à ce genre de choses? Absolument. Mais je n'ai pas de milouim quand c'est la guerre. J'ai des milouim quand c'est pas la guerre. Donc ça a été un peu mes milouim, ça a été un peu ma manière de faire quelque chose. Je me rappelle, c'était il y a 2 ans. Pour Hanouka, chaque soir, ça a été un khatouf différent, une khatoufa différente qui est venue allumer les bougies de Hanouka. Il y a quelque chose de spécial, quoi, ici. Tous les soirs, au Qumran, la musique change. C'est une musique très israélienne. On parle de tikva, on parle d'espoir. Et on a les 25 serveurs et les 10 barman qui montent sur le bar, qui font une taillelette, qui vraiment se baladent avec tous les drapeaux d'Israël. Et ce, encore aujourd'hui, on a fini la guerre, mais ce sionisme se veut au Qumran. C'est une partie indélébile du Qumran. Quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que ça te fait d'avoir tout ce parcours qui était quand même inattendu? C'était pas du tout tracé pour toi. On dit toujours qu'on est là grâce à nos parents. Moi, je pense vraiment à ma maman. Je pense que c'est ma bonne étoile qui m'oriente sur ce qui doit venir, absolument, qui me fait rencontrer les bonnes personnes depuis qu'elle n'est pas là. Et ma famille me soutient absolument, bien sûr. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes? Est-ce que tu auras un conseil à leur donner? Ceux qui hésitent, qui ne savent pas. Le seul truc que je peux toujours dire qui vient de moi, c'est que j'ai cru en moi. Chacun, il faut qu'il croie en soi, il faut qu'il soit sûr de lui. Si tu n'es pas sûr de toi, effectivement, il faut aller dans une misguerette, il faut passer le bac. Quelqu'un qui est sûr de lui, qui trouve ça en lui, qu'il est sûr de lui que je fonce, je suis dedans, et ça va venir. Les portes, elles s'ouvrent, que ce soit en Israël ou ailleurs. Je pense qu'elles s'ouvrent en Israël particulièrement parce que cette ardoute du peuple juif, on te tend la main. En France, on ne te tend pas la main. La plupart des choses qui me sont arrivées dans ma vie, c'est grâce à quelqu'un qui m'a tendu la main. Mais il faut être sûr de soi pour qu'on te tende la main. C'est quoi le moment qui a été le plus important pour toi depuis que tu es arrivé? Le plus marquant? Celui qui fait chaud au cœur? Il y en a eu quelques-uns. J'imagine. J'avais de quoi démarrer, mais il y a une règle en Israël. Quand tu prends un appartement, il te faut ton loyer, mais il te faut aussi des bitronotes, des garanties. Et il fallait déposer 2 mois de loyer en espèces ou en chèque. C'est les sortir de son compte et ça multiplie ton loyer par 3. Et tu viens de démarrer et tu les as pas. Et t'as pas envie de demander à personne, en fait. T'as pas envie de demander à ta famille ou quoi que ce soit. Et j'en parle avec Ilanit à la Chavaya. Elle me dit, regarde, tiens, et tu les ramènes quand tu peux. Et je les ai ramenés sur 5 mois. Des Ilanit, il y en a eu des tonnes. Mais la première, ça a été Ilanit de la Chavaya israélite. Mais au tout début, tu te dis ça arrive pas partout, quoi. Et la vie te sourit en Israël et ça te réchauffe le cœur. Les gens sont incroyables. Tu te sens israélien aujourd'hui? Absolument. Il y a des choses que je ne sais pas dire en français. Qu'est-ce que je peux te souhaiter personnellement, mon cher Warren, après tout ce que tu nous as raconté? Comme je t'ai dit, tout va et vient. Que si Dieu veut, ça continue. Que si Dieu veut, on arrive à toujours être dans
dans la Hatzlacha, qu'on rencontre un maximum de Olim ici au Qumran, dans nos productions en Europe, et qu'ensuite ils nous disent je monte en Israël, qu'on les rencontre, peu importe où on les rencontre, qu'on ait toujours des gens qui viennent également de l'international pour monter en Israël.